Quel est le point commun entre Dragon Ball, Naruto et One Piece? Entre les lourds mangas de Daron et ceux qui vous hype en ce moment. Tous sont publiés dans le même magazine, le Weekly Shonen Jump. Toutes les semaines, vous pouvez acheter ce gros pavé plein de mangas pour un prix ridicule, 2,50 €. Il y a le nouveau chapitre de One Piece et tous les mangas que vous aimez. Ça fait 52 ans que ça existe, 2500 numéros au total pour 7,5 milliards d'exemplaires vendus. C'est dire l'importance que ça a dans la culture japonaise, et tout fan de manga s'en doit de connaître les secrets. On a enquêté et vous allez apprendre des choses. Et puisqu'on va parler d'animés pas toujours accessibles sous le catalogue Netflix français, on s'est dit que ce serait une bonne idée de s'associer avec CyberGhost VPN. On vous en parle à la fin de la vidéo, mais on a de la promo à moins 84% et du 4 mois gratuit à vous offrir. Le Weekly Shonen Jump n'aurait jamais dû publier de manga. Si le Shonen Jump est si connu, c'est que sa maison d'édition, la Shueisha, est parmi les premières à avoir publié les prémices du manga moderne. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a été vaincu et subit une vague d'américanisation. Baseball, comics, la jeunesse japonaise veut tout faire comme leur ancien ennemi. C'est dans ce contexte qu'est publié le Shonen Oja, des mini-histoires imagées, moitié texte, moitié image. Le succès est tel qu'en 1968, on décide d'en publier toutes les semaines dans le Weekly Shonen Jump, enfin toutes les 2 semaines faute d'avoir suffisamment d'auteurs. On y trouvait des bandes dessinées japonaises, mais aussi plus improbable, des comics américains. Oui, le Shonen Jump c'est aussi Flash Gordon, l'agent secret Korrigan et Mandrake le magicien, de quoi réconcilier les fans de manga et de comics qui se font la guerre sur internet. Et à l'époque, la concurrence est rude. La Shogakukan a déjà sorti le Weekly Shonen Sunday et la Kodansha le Weekly Shonen Magazine, disponible depuis presque 10 ans avant le Shonen Jump. Et c'est pourtant la Shueisha qui remportera la guerre en multipliant ses ventes par 10 en 2 ans. Et la raison c'est la même qu'aujourd'hui, ils avaient déjà les meilleurs shonen, ce qui nous amène à nous poser la question. C'était quoi le Naruto des années 70? Ouais, les darons japonais de 40-50 ans ont aussi grandi avec des shonen aux succès colossaux. Eux aussi avaient leur Naruto et leur Attack on Titan. Après peut-être qu'ils allaient pas à la boulangerie avec les capes du bataillon d'exploration. En 1970, ça commence avec Otoko Ipiki Geki Daisho, l'histoire d'un lycéen qui rêve de devenir le plus puissant chef de gang du pays. Ouais, ça change de l'Hokage. Pour ça, il suit 4 règles simples. Un homme n'a pas le droit de pleurer, un homme n'a pas le droit de perdre, un homme n'a pas le droit d'aimer une femme, et un homme doit toujours avoir ses objectifs en tête. Il finira quand même par tomber amoureux de la cousine du méchant, le bordel. C'est cette histoire qui a inspiré ni plus ni moins que Saint Seiya, Captain Tsubasa et Hokuto no Ken, putain, les gros succès de la décennie suivante. Buruson, le scénariste de Ken, était insistant sur ce manga. S'il en faut plus pour vous dire à quel point ce manga était un phénomène, c'est lui qui a poussé le Jump jusqu'aux millions de ventes. Et surtout, c'est le premier manga du Jump à bénéficier d'une adaptation animée. Si jamais ça vous intéresse, on peut trouver les 6 premiers épisodes sur YouTube. Ils durent environ 7 minutes. Le méchant ressemble d'ailleurs beaucoup à un Jotaro version Eco Plus, ça me fait beaucoup rire. Si les mangas des années 70 sont peu connus, les gros succès du Jump dans les années 80, vous les connaissez. Dragon Ball, Saint Seiya, Jojo Bizarre Adventure, et pour les années 90, on a Kenshin no Vagabond, Yu Yu Hakusho et Yu-Gi-Oh! Mais leur suprématie n'éclipsait pas les autres mangas qui sortaient dans le Shonen Jump. Parce que dans les années 90, on a aussi vu passer Slam Dunk, Hunter x Hunter, Prince of Tennis, mais surtout la naissance de Naruto et One Piece. Ces 2 mangas qui feront partie des piliers des années 2000 aux côtés de Bleach, et ça fait mal de se dire que pour nos enfants, ces mastodontes seront des mangas de boomers. Le Jump, ce n'est pas que des mangas de baston. Le shonen est un genre historiquement lié à la baston, mais il y a aussi 2 pans méconnus du magazine. Le premier, c'est notamment les mangas d'humour. Il y en a beaucoup au Japon, tant qu'on n'en connaîtra jamais plus de la moitié. Et c'est d'ailleurs l'un d'eux qui détient le record du plus long manga du monde, Kochi Kame, peu connu en France car jamais édité, et il a commencé sa publication en 1976 et a continué pendant 40 ans. Regardez la pile de mangas que ça fait. On pourrait s'attendre à ce que ce manga ait une histoire hyper prenante, mais en fait, pas du tout. On va juste suivre l'histoire d'un policier de 40 ans, paresseux, bougon, qui va tenter de gagner de l'argent par tous les moyens possibles avec différentes arnaques. Le succès du manga était si colossal que tout le monde voulait l'adapter en animé. Seulement le rédacteur en chef de l'époque avait systématiquement refusé de montrer des flics ripoux à la télé par peur de créer des tensions avec les autorités. Il finira quand même par accepter en 1996, plus de 20 ans après, suivi rapidement de 3 films, de live action et même des pièces de théâtre. Mais il est difficile de parler de manga comique sans aborder Dr. Slump, c'est ni plus ni moins que le grand frère de Dragon Ball, le manga qui a permis à Akira Toriyama de lancer sa carrière. L'humour vole pas bien haut, c'est très cacaproute, mais si vous trouvez ça puéril, dites-vous qu'au Japon il y a des concours de paix à la télé, donc bon, au point où on en est. Mais le second pan méconnu du Shonen Jump, c'est aussi les mangas de sport, et beaucoup de mangas de sport, particulièrement le baseball. Un des plus anciens qui est aussi un des plus marquants, c'est Shishin no Tamachi, l'âme de mon père qui parlera sûrement aux fans de Bakuman tant il y est fréquemment cité. On y suit un garçon passionné de baseball grâce à son père, fabricant de battes. Il se met en tête de devenir un des meilleurs joueurs du Japon pour entrer dans la ligue japonaise. C'est un super shonen et tellement réaliste que certains joueurs de baseball japonais apparaissent vraiment dans le manga. Et niveau manga de sport, il est compliqué de ne pas mentionner Capitaine Tsubasa, Olivier Tom en France. C'est le premier manga de sport à avoir parlé d'autre chose que de baseball. Et dans les années 70, les éditeurs ont failli ne jamais le publier, parce qu'à l'époque, le baseball c'était vraiment le sport roi et le foot était assez bas dans la popularité. Heureusement, ils ont fini par accepter et le succès aidant, ils se sont ouverts à d'autres sports. Peut-être que sans Olivier Tom, on n'aurait jamais eu de Slam Dunk, Hajime no Ippo ou même d'Aikyu. Et ça aurait été bien dommage. Qui sont les concurrents du Jump?
Aujourd'hui, en 2021, on compte pas moins de 650 mangas publiés par la Shueisha. Ce qu'il faut savoir pour appréhender ce chiffre, c'est qu'il y a 3 autres magazines qui existent sur le créneau du Weekly Shonen Jump. Le Weekly Shonen Sunday de la Shogakukan, le Young Animal de la Hakusensha et le Weekly Shonen Magazine de la Kodansha, seul concurrent direct. Et pour faire face à cette concurrence, la Shueisha a multiplié les magazines que vous ne connaissez pas. Mais leurs mangas, si. On a le grand frère, l'Ultra Jump, qui cible les jeunes adultes. Il a prépublié Gun et les 2 dernières parties de Jojo Bizarre Adventure. Ouais, il rigole pas. Le Ribbon Magazine qui fait office de petite sœur en ciblant les filles de 8 à 14 ans, avec Hello Kitty ou Little Witch Academia. Plus âgé mais toujours pour les filles, le magazine Magaret, qui a sorti Cynthia ou le rythme de la vie, dont le joueur du grenier a déjà parlé. Parlons aussi du cousin geek, le V-Jump, qui est plutôt axé sur la pop culture et les jeux vidéo. On y retrouve les mangas Dragon Quest, tous les Yu-Gi-Oh depuis l'arc GX, Beautiful Joe, Digimon, et Boruto et Dragon Ball, ils sont même prépubliés en ce moment. Le Shonen Jump est aussi supplé par le Seiko Jumps, qui utilise tous les spin-offs des séries sorties dans le Weekly Shonen Jump. Donc tous les spin-offs de One Piece, Assassination Classroom, Dragon Ball, Naruto ou encore Black Clover, c'est par là qu'ils passent. Le dernier de la famille, c'est le Jump Square, qui prépublie aussi des shonen, mais dont le potentiel est moindre par rapport à ceux du Weekly Shonen Jump. On y retrouve Blue Exorcist, Kemono Accident, Platinum Man, Seraph of the End, Dick Grayman et plein d'autres. Si on ajoute à ça l'application Manga Plus qui permet maintenant de lire les scans en anglais sur son téléphone, la tentaculaire Shueisha étend son influence de partout. Les 6 règles sacrées de la Shueisha. La Shueisha, depuis le début du Weekly Shonen Jump, cherche toujours à atteindre les premières places de vente. Afin d'atteindre cet objectif, elle a établi 6 règles en 1969, 6 règles immuables qui n'ont connu que de très légères modifications avec les années. Numéro 1, inclure dans chaque numéro une enquête de satisfaction et en retirer des données utilisables. Numéro 2, une cible de lecteur clairement définie. Numéro 3, un magazine uniquement composé de mangas. Numéro 4, publier et faire évoluer de nouvelles œuvres en permanence. Numéro 5, établir un contrat d'exclusivité avec les mangaka. Et numéro 6, le manga est réalisé par une équipe de 2 personnes, le mangaka et son éditeur. Ces principes peuvent aujourd'hui sembler archaïques, mais c'est eux qui régissent le Jump encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs le dernier principe qui est le plus étrange. Comment ça, un manga est-il réalisé par son mangaka et par son éditeur? Eh bien tout simplement parce que l'éditeur c'est littéralement le manager du mangaka. Il gère son planning, vérifie les storyboards, embauche des assistants, gère l'aspect logistique de l'atelier, s'assure de la bonne santé de l'auteur, c'est vraiment son rôle de conseiller et de cadrer la bonne évolution du mangaka et de son œuvre. Mais avant de signer avec la maison d'édition et d'avoir un éditeur, il faut d'abord avoir un manga publié dans un style très codifié, celui du shonen classique. Le Weekly Shonen Jump s'est spécialisé dans ce genre en 1968 à cause de la guerre du Vietnam. Oui. Comme vous le savez, cette guerre a lancé tout un mouvement contestataire anti-guerre, le mouvement hippie. Et bien au Japon, il a contribué à la renaissance d'un style né dans les années 50, le Gekika. C'est un style beaucoup plus réaliste avec des histoires plus matures et tragiques qui parlent beaucoup plus aux jeunes adultes. Le Gekika est rapidement devenu la marque de fabrique du Weekly Shonen Magazine, un concurrent direct du Weekly Shonen Jump qui a préféré lui laisser ce style pour se concentrer sur le classique, un pari gagnant. Ce choix a été fait en partie grâce au premier sondage de popularité, car les participants devaient indiquer leur âge. Ça n'empêche pas le magazine de publier des mangas destinés à d'autres lecteurs. Les shonen classiques sont sur des pages vertes, les mangas seinen et humour sont sur des pages roses. Et si vous avez déjà eu un Jump entre les mains, vous avez sans doute remarqué la présence de pages blanches dans le magazine. Et bien ça, c'est le top 3 des votes de popularité de la semaine précédente, tout simplement. Et c'est là où on touche à la question qui fâche, l'arrêt des mangas, qui est aussi décidé par les lecteurs et leur vote de popularité. C'est pour ça que le Jump a pour principe de constamment renouveler son catalogue avec de nouvelles œuvres et de pousser les jeunes mangaka à la création. Cette rotation pour toujours apporter aux lecteurs un magazine qui leur plaît explique le 4e principe cher à la rédaction. Ce principe qui, avec le 5e, est là pour stabiliser le magazine et assurer sa bonne évolution, et c'est normal. Quand tu contribues au succès du mangaka, tu n'as pas envie qu'il aille dessiner pour la concurrence. Et parce que des mangas s'arrêtent tous les mois, il en faut des nouveaux pour combler, et peut-être devenir un nouveau succès. Beaucoup des animés dont on a parlé aujourd'hui sont difficiles d'accès en France, notamment sur Netflix où il y a des blocages régionaux. Et si je vous disais qu'il était possible de tromper les robots avec notre sponsor, CyberGhost VPN. Il pèse lourd dans le game du VPN, 5 étoiles sur Trustpilot, preuve de leur sérieux. Tout le monde a besoin d'un VPN, ça fait transiter votre connexion depuis votre machine qui va tout chiffrer, tout sécuriser et empêcher qu'on vous localise. C'est comme ça que vous faites sauter les limites géographiques et que vous n'avez plus le « ce n'est pas disponible dans votre pays ». À vous les joueurs du catalogue Netflix américain ou japonais, et c'est One Piece, Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen. Il vous suffit d'aller sur le site et de changer votre localisation. C'est magique. Avec un abonnement, vous pouvez protéger cet appareil tout support confondu, du téléphone à votre daronne jusqu'à votre PC sur lequel personne ne doit savoir ce que vous faites. Et on vous régale avec une promo à moins 84%, 4 mois gratuits, seulement 1,95€ par mois, satisfait ou remboursé. Allez checker la description et merci à CyberGhost VPN de nous soutenir. Pourquoi il n'y a pas de Shonen Jump en France? Eh bien, sachez que ça existait. On a eu des magazines français qui publiaient des chapitres de manga, Krikitu, Kamehameha, Shonen Collection, de vieux magazines qui auront tous été stoppés faute de vente, mais qui auront eu le mérite de faire connaître quelques titres à l'époque comme
Golgo 13. Le Shonen Jump a quand même existé dans un pays francophone, au Canada. Une collaboration entre Viz et la Shueisha, un truc officiel qui a duré presque 10 ans et qui a super bien marché. Plus de 200 000 tirages par numéro, on y retrouvait tout ce qu'on peut attendre d'un vrai Jump, mais mensuellement. L'arrêt du magazine n'est pas dû à un manque de rentabilité comme on pourrait le penser, mais parce que l'éditeur américain a préféré se tourner vers la lecture en ligne, créant en 2012 la première version de ce qui viendra plus tard, le Shonen Jump Plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le succès du manga en France, on pourrait s'attendre à un nouveau magazine de ce type? Autant vous le dire tout de suite, c'est très peu probable. Une cinquantaine d'éditeurs de manga sur le marché, la dérive du piratage qui sera encore plus simple avec les traductions officielles, les coûts de production trop élevés, bref, c'est le bordel. Et surtout avec les sorties fréquentes des chapitres sur internet et les nombreux spoils divers sur les réseaux sociaux, est-ce qu'un magazine comme le Shonen Jump Plus serait utile? Un magazine est là pour répondre à une demande, mais si la demande est déjà satisfaite, quel intérêt de s'y intéresser? Surtout qu'en France, on peut avoir des Weekly Shonen Jump. Il y a des sites qui les achètent pour vous et qui vous les envoient chaque semaine. Ça coûte plus cher, il faut attendre un peu, mais s'il y a un magazine ou un chapitre qui vous a particulièrement marqué, ça peut valoir le coup de l'avoir dans votre collection. D'ailleurs, si vous en achetez un pour immortaliser un chapitre légendaire ou comme souvenir d'un voyage au Japon, n'hésitez pas et postez-le sur Twitter avec le hashtag MangaTrashJump. Je suis curieux de voir ce qui garnit votre collection. On espère vraiment que cette vidéo sur les secrets du Jump vous aura plu. C'est le vecteur numéro 1 de notre grande passion commune, alors il me semblait important de lui dédier un épisode pour lui rendre hommage. Et aussi pour rappeler que le monde du manga est loin d'être simple. Il est rempli de procédés, de principes, d'étapes à surmonter pour seulement chatouiller le rêve de publier un manga un jour. C'est vraiment un métier de gros passionnés. Un immense merci à Nomé qui a fait les recherches de la vidéo. C'est un gros travail et sans elle, elle n'aurait jamais vu le jour. Merci à nos monteurs sans qui elle serait restée un simple texte sur Google Doc. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour avoir toutes les news par rapport à la chaîne. Et encore un gros merci à CyberGhost VPN pour leur soutien. N'oubliez pas les likes, les commentaires et les partages. Sur ce, c'était Chauve Burlesque en compagnie de Kélan TGR. Bye les weebs.